Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Moi, je recommande même à l'équipe de consultants qu'on a de lire au moins 3 heures par semaine au minimum. Je leur dis attention, même si vous passez 10 heures par jour à travailler dans des missions de conseil, vous n'allez pas évoluer. La seule manière d'évoluer, c'est de découvrir de nouvelles idées. Les nouvelles idées, c'est soit les rencontres, soit les lectures. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ahmed Tahiri Djouti, directeur général d'Alma Ali Group, cabinet de conseil, leader en formation, conseil et recherche en finance islamique au Maroc. Expert en finance islamique et en fintech, Ahmed nous parle de son parcours, son expérience dans la finance islamique et comment s'orienter vers ce secteur. Il nous partage aussi ses méthodes de travail et comment il fait pour progresser au quotidien. Alors, le défi dont la finance islamique a besoin, c'est de voir comment peut-on ensemble, dans le cadre d'une dynamique d'intelligence collective, comment peut-on avoir des économies où la croissance est réalisée d'une manière saine et que cette croissance bénéficie à tout le monde. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah Ahmed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Abdelrahman. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation en direct, toi, du Maroc. C'est bien ça? Casablanca? Oui, je suis basé à Casa, oui, effectivement. Je tiens à te remercier pour, aussi bien pour l'invitation que pour l'initiative. L'initiative est intéressante. Aujourd'hui, on est dans une époque où les jeunes ont besoin d'inspiration. Moi, loin de dire que je suis une source d'inspiration, mais cette dynamique, elle est intéressante. Et c'est bien de discuter de parcours pour pouvoir inspirer votre génération, Inch'Allah, qui serait meilleure, Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah. Là, c'est l'objectif, Inch'Allah. Écoute, Ahmed, pour commencer, je te propose de te présenter. D'accord. Alors, moi, je suis Ahmed Tahiri Djouti. Ahmed Tahiri Djouti. Je suis actuellement le DG, directeur général d'Al Ali Group. Je prends en charge le bureau du Maroc et celui de Dubaï. Euh, Bon, peut-être je vais parler du bureau par la suite, mais on est, je dirais, leader en conseil, formation et recherche en finance islamique au Maroc. On a aussi un bureau à Dubaï, à travers lequel on adresse la partie GCC, la partie pays Golfe et Sud-Est asiatique. Euh, je suis également titulaire d'un doctorat en finance et économie islamique. Je suis aussi un associate editor au journal International Journal of Islamic Finance d'ISRA en Malaisie. Je suis correspondant de Islamic Finance News Maroc sur la région Maroc-Algérie. Et je dirais, avant, j'avais un passage dans une banque multinationale basée au Maroc. Mon expérience à Al Ma'ali m'a permis de travailler dans plusieurs contextes. J'ai travaillé en Afrique, en Somaliland, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Algérie, en Tunisie. J'ai travaillé aussi sur des sujets de finance islamique en France, en Espagne, bien sûr, et aussi dans les pays de Golfe, aux Émirats, au Sultanat d'Oman, en Arabie Saoudite. Et aussi dans l'Asie, on avait au démarrage, quand j'ai rejoint le cabinet, à l'époque en tant que consultant, il y avait une mission de conversion d'une société de leasing au Kazakhstan. Alors c'était une société de leasing qui a été transformée en une banque islamique, Zaman Bank. Donc voilà, j'ai plusieurs articles de recherche qui ont été publiés en finance islamique et je suis membre d'un nombre de working groups, de groupes de travail à l'IOFI. L'IOFI qui est un... Alors, l'IOFI, c'est AAOIFI, c'est Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. C'est l'organisme de normalisation en audit et en comptabilité pour les institutions financières islamiques. C'est une organisation qui émet des normes en charia, en gouvernance, en audit et en comptabilité pour les institutions financières islamiques, que ce soit des banques, des compagnies de secteur ou bien des sociétés de gestion d'actifs et de gestion des sukuk. Donc, elle est basée au Bahreïn et j'ai participé dans pas mal de groupes de travail pour l'émission de nouvelles normes en termes de gouvernance et même en termes de comptabilité. Là, les
les normes ne sont pas encore sorties, mais ça va pas tarder à être publié à travers l'IOF, Inch'Allah. L'AOFI qui est une référence dans le monde en finance islamique. Oui, effectivement, effectivement. Là, aujourd'hui, même les pays qui déclarent pas ou bien qui n'ont pas explicitement stipulé que les institutions financières islamiques qui sont basées dans ce pays doivent obligatoirement suivre les normes d'IOFI. Alors, pour ces pays, c'est des pays qui ont adopté leur propre référentiel et en lisant ces référentiels, on trouve qu'ils se sont inspirés à 95% des normes d'IOFI. Et donc, l'IOFI reste le référentiel central en finance islamique partout dans le monde. Ok. Donc, au sein de votre organisation, Al-Mali, c'est quoi vos missions? Vous accompagnez des structures, vous accompagnez des projets en finance islamique? On a quatre activités majeures. On a l'activité conseil, l'activité formation, l'activité recherche, on a l'activité intermédiation. Alors, on accompagne les banques, on accompagne les sociétés de takaful, on accompagne même les sociétés de gestion qui évoluent dans le marché, dans les marchés de capitaux, mais aussi on accompagne également les entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui veulent émettre des sukuk ou bien lever des fonds, on les accompagne à l'échelle locale, mais même à l'échelle internationale. À côté de ça, on a travaillé avec des organisations multilatérales comme le PNUD en Turquie, on travaille avec la BID, la Banque islamique de développement, à Jeddah. Et donc, je dirais, on a un portefeuille de clients qui est assez diversifié. On travaille même avec des sociétés de technologie, des éditeurs informatiques qui veulent développer des modules adaptés à la finance islamique ou bien adaptés aux spécificités d'une localisation bien définie. Donc, on a travaillé avec pas mal d'éditeurs basés en France, au Koweït, avec des sociétés fintech qui veulent monter des projets conformes Sharia, des crypto-assets aussi, on en a fait. Et nos prestations, nous sommes spécialisés dans la finance islamique, mais d'une manière transversale, c'est-à-dire on traite tous les sujets qui sont liés à la finance islamique, mais pas que la finance islamique. On travaille aussi sur tout ce qui est développement durable, impact finance et technologie financière. Tout ce qui n'est pas contradictoire avec la charia. Dans la partie finance islamique, on n'est pas uniquement focalisé sur la partie conseil charia. Non, je dirais que 95% de nos prestations de conseil euh, sont en dehors des prestations charia. Je dirais on travaille sur l'implémentation des systèmes informatiques en finance islamique, on travaille sur des missions de stratégie, des missions de réorganisation, d'optimisation des process, de la comptabilité, de la fiscalité. On travaille sur tous les process, mais bien sûr avec une couverture chariatique. C'est-à-dire, on a une unité charia au sein de l'Mali, composée de 2 ou 3 personnes, 2 personnes qui sont salariées, et toutes nos prestations sont enveloppées par cette couche chariatique. C'est-à-dire, on ne vend pas le conseil charia, non, on mène des projets, mais avec une assistance chariatique. C'est-à-dire, quand je veux implémenter un système informatique, nos consultants veillent à ce que tout ce qui a été mis en place est conforme au référentiel charia qui a été adopté dans ce projet-là. Et donc, aujourd'hui, on a de tout, c'est-à-dire de la stratégie jusqu'à la partie test recette du système informatique, formation des équipes, les guides d'utilisateurs. C'est-à-dire on peut aujourd'hui avec pas mal de clients, on les a accompagnés depuis le jour de la réflexion jusqu'à date d'aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au développement de nouveaux produits, de nouveaux canaux de distribution, ainsi de suite. Donc, on a ce positionnement qui est là sur la finance islamique, mais aussi on a eu des ouvertures sur d'autres domaines. À titre d'exemple, comme j'ai dit, tout ce qui est conseil en technologie financière, on accompagne actuellement une néobanque islamique qui va être agréée ou bien prochainement dans les pays de Golfe, dans un des pays du Golfe, et qui va c'est une néobanque purement islamique. Voilà. D'accord. Donc, on a une multidisciplinarité au niveau de l'équipe. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des parcours, qui ont fait de l'informatique, qui ont fait des écoles de business, qui ont fait des masters à l'international et qui sont là pour servir cette industrie.
Mais ensemble, on essaie d'avoir une équipe complémentaire qui est là pour servir principalement le client. Voilà. D'accord. Donc, c'est grosso modo, c'est un cabinet de conseil avec la couche qui vérifie la Sharia, compliance Sharia. effectivement, effectivement. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter vers ce secteur-là de la finance islamique? Alors, en fait, c'était un choix qui a été opéré en 2009. Je m'étais inscrit dans un cycle doctoral et mon choix, je me suis orienté vers la finance islamique. Bon, c'était un choix qui a été fait auparavant. J'ai commencé à travailler. D'ailleurs, même le fait de travailler, j'avais choisi de travailler pour une banque conventionnelle. J'ai Donc, tu passé avais fait 5 des ans. études, tu as fait des études conventionnelles en finance, en économie, Oui, finance. oui, voilà, oui, effectivement. Mhm. J'ai eu un bachelor, puis un DESA, à l'époque, un DESA, c'est un DEA, l'équivalent d'un Ok. DEA en France ou bien un master recherche en France. Ensuite, j'ai enchaîné avec un doctorat, mais avant d'aller vers un doctorat, j'ai opté pour une banque conventionnelle pour apprendre un peu le métier. J'ai fait Mhm. le métier d'auditeur pendant 5 ans et demi. Un L'auditeur, tu auditeur, as dit? oui, j'étais un auditeur, j'étais chef de mission dans une banque multinationale basée au Maroc. Et c'est un métier qui permet d'avoir cette vision transversale de la banque, c'est-à-dire chaque semaine, chaque mois, où, on intervient dans un métier bien défini de la banque et on apprend des choses. Et Oui. donc, sur 5 ans, j'aurais pu faire 80, je dirais, bon, c'est un peu, je pense, j'aurais fait au moins une quarantaine de missions sur les 5 ans. Et donc, Pardon, c'est 40, de l'audit interne, donc à la oui, de banque. l'audit interne, oui, de l'audit Ok. interne. Donc, 40 missions, ça a porté sur le réseau bancaire, sur la monétique, sur l'addiction financière, sur l'international, sur pas mal de sujets. Et donc, c'est enrichissant comme métier. Et là, cette transversalité, ça a renforcé mes compétences. Comme ça, et j'en ai profité aussi lorsque on a entamé la, j'ai opté pour la finance islamique, le consulting en finance islamique. Cette technicité m'a rendu la tâche facile parce que au démarrage, on avait des gens qui voulaient lancer une banque. Donc, aujourd'hui, même si vous parlez, la banque, c'est très large comme métier. Donc, si vous parlez à quelqu'un, à un banquier, ben, il a un scope bien défini. C'est soit un risquard, soit un commercial, soit un back-office. Et donc, personne aujourd'hui, avec le volume ou bien la taille que prennent, on l'a compris, ces banques aujourd'hui, personne n'a la connaissance transversale de la banque. L'audit, Oui. sur 5 ans, sur 6 ans, ça te permet de couvrir 70%, 75% des métiers de la banque. Et donc, Donc, l'audit, ça consiste à travailler en fait dans plusieurs équipes. Tu alors, as des missions dans plusieurs équipes pour vérifier que certaines choses étaient bien respectées. effectivement, Mm. on faisait même de l'audit commercial, l'audit stratégique pour veiller à ce que les orientations stratégiques ont été respectées, que la stratégie commerciale qui est adoptée est conforme, qu'on est conforme à la réglementation, qu'il n'y a pas de risque réglementaire, que le risque opérationnel est maîtrisé, que la continuité d'activité est assurée. Donc, Mm. on entre dans le détail du détail, c'est-à-dire dans les schémas comptables, dans les procédures, dans le détail, et à chaque fois, on sort avec des recommandations pour améliorer je dirais, le rendement de ces entités. Donc, à chaque fois, Mm. et après, on ne se limitait pas à émettre des recommandations, on assurait aussi le suivi de ces recommandations pour s'assurer que ce qui a été convenu avec l'entité pour améliorer son rendement ou bien son efficacité opérationnelle a été bien décliné et correctement décliné. Donc, l'audit, je dirais, c'est une grande école. Pour les gens qui veulent apprendre un métier, l'audit, c'est un très, très beau départ. Je recommande fortement à ce qu'on s'oriente vers ce domaine-là. Mais l'audit, c'est pas Et forcément dans les banques, hein, même dans les grandes oui, c'est entreprises. pas tôt, Ouais. c'est pas tôt, Mm. c'est pas tôt. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'un auditeur aussi, il doit avoir les compétences informatiques nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, dans les grandes structures, d'ailleurs, c'est que les grandes structures qui ont des directions d'audit de taille importante et Ouais. avec une expertise poussée et avancée. Donc, dans ces grandes entreprises, on trouve que 90% des process sont automatisés, sont informatisés. Donc, si vous voulez auditer des process, il faut avoir la compétence nécessaire pour décortiquer un système d'information, pour voir les zones à risque, pour faire tester le système, pour voir le paramétrage, pour déceler les écarts.
Et durant mon passage, je me suis spécialisé dans ce domaine-là, l'audit fonctionnel du système informatique, pour déceler là où il y a des zones de risque opérationnelles liées à l'informatique. Donc, ça, c'est l'avenir. Il faut avoir cette ouverture-là. Il faut, je dirais, durant les stages ou bien durant les passages en entreprise, il faut quand même avoir une ouverture sur la partie informatique parce que c'est pas l'avenir, c'est le présent en fait. Voilà. Donc Hmm. l'audit, c'est un métier qui va pas disparaître, mais sa pratique va évoluer pour accompagner cette évolution que connaissent les entreprises en termes technologiques, en termes de business model. Digitalisation. Hmm. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, tu as eu cette expérience dans la banque. Mais alors c'était très intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe au conseil, lorsqu'on veut faire du conseil en stratégie, parce qu'au démarrage, la plupart des missions que j'ai menées, c'était des missions en stratégie. C'est-à-dire, j'étais dans une région où on réfléchissait à sortir de nouveaux produits. Pardon, de lancer des filiales ou bien des fenêtres principales. Alors, beaucoup de questions stratégiques se posaient. Donc, quand on pose ces questions stratégiques, il ne faut pas se limiter à des questions, comment dire en anglais, too broad, très, très larges. Non, il faut aller dans le détail. C'est-à-dire, si vous voulez lancer une fenêtre, si vous voulez assurer le cantonnement, alors le cantonnement, ça va concerner quelles entités, quelles sont les entités nécessaires pour le lancement, je vais faire intervenir qui, quels sont les interfaçages qu'il faut faire avec le système informatique, est-ce que j'ai besoin de lancer un nouveau, d'acquérir un nouveau système informatique, si c'est là, est-ce qu'il y a des interactions avec le système actuel de la banque, si je suis une filiale, comment je vais interagir. Donc là, on entre dans le détail. Vous allez me dire, mais non, ça c'est opérationnel, mais des fois, comme vous savez, le détail compte plus que les grandes lignes. Et donc, c'est les détails qui façonnent ces grandes lignes. Et ça m'a été bénéfique. Donc, à chaque fois, c'est-à-dire, il faut profiter pour apprendre le maximum. Comme on dit en arabe, ça c'est la recommandation de Sayyidina Omar. Il dit que تعلموا قبل أن تسودوا. Et c'est-à-dire, il faut apprendre avant. Tsudo, elle a plusieurs significations. Alors, il y a je dirais les scholars, ils disent que Tsudo peut, alors, elle a trois sens, trois significations. Tsudo, ça veut dire avant de devenir maître. C'est-à-dire, avant de, de, de devenir, par exemple, un responsable, il faut apprendre parce que l'apprentissage est un prérequis pour réussir la phase de prise de responsabilité. Tessudo aussi veut dire qu'avant d'avoir une barbe, donc c'est-à-dire quand on est jeune, il faut maximiser son apprentissage. Il ne faut pas se casser la tête avec voilà, il faut maximiser ses gains, etc. Non, non. Le vrai gain, c'est l'apprentissage, c'est l'actif, le capital immatériel qu'il faut accumuler pour pouvoir s'épanouir par la suite. Vous savez, le patrimoine par la suite, l'argent va venir par la suite. La troisième signification, c'était surtout, c'est-à-dire avant de se marier, parce que si vous vous mariez, vous n'avez pas assez de temps à consacrer à l'apprentissage. Et donc, c'est très important. Au démarrage, il faut chercher un métier où on apprend le maximum parce que ça va vous aider par la suite. Donc, ça m'a été bénéfique. Pourquoi? Parce que quand je menais des sujets stratégiques, on entrait dans les détails, on avait les options qui étaient recensées d'une manière exhaustive, très précise, et donc ça permettait d'améliorer ou bien de renforcer la qualité des livrables et des choix. Et alhamdoulilah, à l'heure d'aujourd'hui, tous ceux qu'on a accompagnés au niveau de la stratégie, ils arrivent à réussir et parce qu'on a pris en considération tous les détails techniques qui pouvaient freiner ou bien qui pouvaient entraver la marche de ces activités. Donc, par la suite, après 5 ans et demi en audit interne, j'ai basculé vers le métier de conseil. J'ai rejoint le Mali qui, en 2013, si je me rappelle bien, en 2013, le cabinet a été créé au Maroc. Bon, avant, il existait à Dubaï. On avait une antenne à Kuala Lumpur. Mais en ouvrant à Casa, parce qu'à l'époque, on commençait à parler de finances islamiques au Maroc, alors c'était opportun de lancer déjà une antenne. En 2013, j'ai rejoint le cabinet. À l'époque, il n'y avait ni loi, ni agrément, ni rien. Mais c'était le moment opportun pour s'installer, pour pouvoir se créer un nom et bien sûr pouvoir accompagner les premiers acteurs qui allaient se lancer sur le marché marocain. Et Oui. donc, à l'époque, on avait même des missions à l'international, c'est-à-dire pour couvrir nos charges, on travaillait en partenariat avec Dubaï sur des sujets internationaux.
En même temps, on essaie d'accompagner les premières réflexions sur le sujet au Maroc. On avait des formations, des gens qui étaient curieux, et ainsi de suite. Alors, en Pourquoi du coup 2013, là, pourquoi oui. tu t'es orienté vers la finance islamique? Tu as eu un intérêt qui est venu. Alors, c'est un intérêt parce que, comme vous savez, parmi les péchés majeurs, il y a le riba. Et il y a un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui disait à la fin du monde, tout le monde va toucher au riba. Et ceux qui vont pas le manger, bien qu'ils vont pas le toucher, ils vont être concernés de loin, ou bien De près ou c'est de ça qu'on loin. appelle بالغبار, يعني ils vont être touchés par la poussière. Ça c'est Oui, la le hadith. le hadith. Et donc j'ai compris que voilà, le riba c'est un concept plus large que les intérêts. Je n'en parle d'intérêts, mais le riba c'est un concept plus large que les intérêts et que l'économie islamique ou le courant économique islamique offrait une vision différente de l'économie. Mais ça, Et c'est quelque donc, chose que tu as compris plus tard, pas pendant tes études, du coup. alors oui, oui, après bien sûr, lors de doctorat et même à partir du monde professionnel. J'ai compris D'accord. que à un moment donné, il fallait voir comment on pouvait impacter, je dirais, ce monde de la finance, ce monde de l'économie. C'est-à-dire aujourd'hui, on trouve que la finance met l'humanité à son service, à son profit. L'idéal, c'est de mettre la finance au service de l'humanité. Je me rappelle bien d'une initiative qui a été lancée à Istanbul, qui dit voilà, on veut lancer on veut que Istanbul devienne un centre financier international qui sert les intérêts de l'humanité et non pas l'inverse. Donc, on intègre dans cette dynamique la finance islamique, la finance verte, la finance durable, et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de champs. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à Al-Mali. C'est-à-dire, au démarrage, on était focalisé sur la finance islamique. Aujourd'hui, on s'ouvre sur d'autres sujets. On est, comme on peut dire qu'on est là pour promouvoir un modèle de finance durable, de finance, je dirais, Éthique. focalisé, voilà, éthique et durable, c'est-à-dire Mhm. en faveur de l'humanité. D'ailleurs, en mois de juin, Al-Ma'ali, moi j'étais parmi les leaders de cette initiative avec Dr Wael Amino et Madame Fouwa Shakir et Dr Sami Souyan Dirti. Avec l'Institut BID, on a lancé un rapport international sur le lien, comment lier la finance islamique au développement durable à travers la technologie financière. On s'est focalisé dans ce premier numéro sur le pays du Maghreb. Et c'était un Mhm. rapport très intéressant où on a c'est-à-dire on a essayé de recenser toutes les expériences, les cadres légaux, les cadres réglementaires pour expliquer pourquoi les pays du Maghreb sont en retard par rapport à d'autres régions du monde qui ont le même niveau de développement. Et donc, Mhm. c'était un rapport très intéressant. Et là, ça marque aussi une ouverture sur d'autres sujets. J'ai parlé de ce rapport, j'ai pas parlé de mission de conseil. Les missions de conseil restent confidentielles, mais on a dans le pipeline pas mal de missions de conseil, je dirais, dans ce domaine-là, dans la finance durable, dans la finance verte, dans la finance sociale islamique, ainsi de suite. Donc, je pense que dans les business schools, on reste lié, ou bien on reste plus focalisé sur les mathématiques financières, sur la gestion financière, sur l'analyse financière. Mais je pense qu'il est important à ce que ces business schools s'intéressent plus à ces nouvelles tendances. Donc, Ouais. je pense que les professeurs, les enseignants doivent être sensibilisés par rapport à ces sujets-là, mais il faut qu'il y ait une refonte pour voir le monde d'une manière différente. Et cette crise du Covid, on l'a vu, ça a démontré qu'il y a dans les pays où il y a des disparités sociales, le Covid n'a fait que les empirer pendant ces 2 ans. Donc, c'est important d'avoir un modèle économique où la couche sociale moyenne, la couche moyenne est favorisée, ou est renforcée, est protégée. Donc, il y a des mécanismes que l'islam avait proposés qu'il faudrait mettre en valeur et qu'il faut promouvoir.
Dans tous ces cas-là, on essaie de toucher à plusieurs sujets. Même on a travaillé sur le WAF au Maroc, en Arabie Saoudite, sur des sujets, soit directement, soit via des consultants qui appartiennent au bureau. Mais on a travaillé sur des sujets de zakat, de WAF, et c'est des sujets qui ne sont pas toujours exploités, explorés correctement par les pays arabes, Oui, malheureusement. Et donc, c'est des sujets auxquels on s'intéresse. Je pense que l'avenir va nous donner raison. Je dirais que c'est une tendance mondiale. On a besoin de diversifier les ressources pour financer les solutions aux problèmes sociaux. On a besoin de diversifier ou bien d'innover davantage dans notre démarche sociale, environnementale. Et on a besoin de créer une nouvelle dynamique économique et financière. Je pense que ça devient, je dirais, urgent et important pour nous tous. Voilà. oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et beaucoup de personnes qui s'intéressent à la finance, qui s'intéressent à la finance islamique. Il n'y a pas vraiment de formation qui permet de tout étudier d'un coup. Comment est-ce qu'on se forme en finance islamique? Pour un étudiant D'accord. qui sort de lycée, par exemple, qu'est-ce qu'il doit Alors, faire pour être bien formé? déjà, je pense euh, que ceux qui sont arabophones, ils ont une grande chance. Moi, au démarrage, j'ai commencé la première fois la première fois où je me suis trouvé face à un livre en finance islamique, c'était en français. Et le problème avec les ouvrages en français, c'est qu'il y a eu des traductions erronées, des fois, Oui, de certains, de certains termes, de certains, je dirais, euh, de certaines notions. Alors, je cite un exemple très basique. Euh, le principe de partage de profit de perte. Si le principe de partage de profit de perte était parmi les principes fondateurs de la finance islamique, toutes les banques islamiques ne seraient pas conformes à la charia. Pourquoi? Parce que le partage de profit de perte, c'est une forme de l'ghurm bil ghurm. L'ghurm bil ghurm en arabe. Dans les ouvrages arabes, euh, on a, on a parlé du principe de l'ghurm bil ghurm, al-kharaj bil daman. Ce sont des hadiths de Rasul sallam. L'ghurm bil ghurm ne veut pas dire partage de profit de perte. C'est une mauvaise traduction de ce concept. L'ghurm bil ghurm, c'est-à-dire le gain, le ghurm, c'est-à-dire la perte, et le ghurm bil ghurm, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui mérite un profit doit assumer la perte. Ça ne veut pas dire qu'on va partager les profits et les pertes. C'est-à-dire que celui qui a le mérite d'avoir un profit, s'il y a une perte, il doit l'assumer. Donc, je donne un exemple. Ce principe, il est présent dans toutes les transactions commerciales et financières. Si j'ai un bâtiment que je vous loue, mensuellement, vous allez me verser un loyer. Et donc, ce loyer va constituer mon gain. Et donc, s'il y a une inondation, s'il y a un tremblement de terre, celui qui va assumer le coût des réparations, c'est moi, parce que le ronmo, belron. Et donc, c'est pas le même sens que le partage de profit de perte. Quand on parle de principe de partage de profit de perte, ça insinue que la finance islamique, elle est basée sur des contrats de prise de participation comme Mouchalaka, comme Moudaraba, et que toutes les autres formules ne sont que des tricks, c'est-à-dire des ruses pour contourner la règle charia, alors que c'est non. Donc, je reviens à ta question. Pour entrer dans le domaine de la finance islamique, il faut aller vers les références fiables. Si vous pouvez lire en arabe, c'est excellent. Vous devez aller vous devez aller vous cultiver en droit islamique. C'est très important. Et il faut comprendre les concepts de base d'une manière très profonde, d'une manière très pointue. ouais. Ensuite, il faut aller, moi, j'ai eu la chance de côtoyer des experts sharia, comme Dr Mohamed Kharat, comme bon, Saïd Bouhrawa, qui est un Algérien, que je salue par la même occasion. C'est des gens qui ont une certaine profondeur et qui traitent des vrais débats shariatiques. Donc, ça te permet ça t'ouvre les yeux sur les vraies thématiques, sur le droit commercial islamique. Moi, parmi la grande découverte que j'ai eue au démarrage, quand j'ai commencé à apprendre, c'est au sol faire. Au sol faire, j'ai jamais eu de cours au sol faire. Et j'ai fait une formation que j'ai suivie. Et Al-Ma'ali, on faisait à l'époque des formations dans au sol faire. Et ça permet de comprendre comment le fatwa est créé,
quelles sont les sources de la charia? Comment un jugement ou une opinion chariatique est conçue? Mm. Quelles sont les sources? C'est quoi la différence entre les écoles de jurisprudence, le madhab Malik et le madhab Hanafi, comment ils se sont constitués? Quels sont les principes ou les piliers de chaque madhab? Et c'était fascinant. Et ça m'a permis de comprendre un peu, parce qu'un consultant en finance islamique ne peut pas prétendre être un consultant, un praticien de la finance islamique s'il ne comprend pas ces bases. Oui, Ensuite, et là, c'est le piège des formations de la finance islamique. La plupart des formations de la finance islamique considèrent la finance islamique comme un champ bien défini. Alors, un master de finance islamique, vous allez trouver un cours sur la charia, un peu, vous allez trouver un cours sur les produits bancaires, sur les contrats bancaires, un autre cours sur les instruments de marché de capitaux, takaful, hop, un peu de comptabilité, et hop, vous avez le master. Bon, j'ai certainement sauté quelques matières, mais c'est ça, les masters en finance islamique partout dans le monde, c'est ça. Et ça, on a en fin de compte des gens qui comprennent, qui sont juste initiés à la finance islamique, qui ne sont pas des gens qui sont aptes à travailler. Aujourd'hui, quand je suis confronté à une banque islamique, quand ils veulent recruter ou bien travailler avec moi en tant que consultant, ils s'attendent à des experts. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît très très bien en comptabilité bancaire islamique pour pouvoir mettre en place un système comptable, pour mm. pouvoir gérer le plan comptable, pour pouvoir implémenter ces écritures comptables au niveau du système informatique. Et donc, j'ai besoin d'un très, très bon comptable qui comprend la comptabilité islamique. Si je suis dans l'audit ou bien dans le compte, dans la conformité, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît, qui sait faire concevoir une cartographie de risque, qui sait faire, je dirais, qui sait mettre en place un contrôle permanent, qui sait concevoir des outils de pilotage, ainsi de suite. Et Ouais. ensuite, cette technicité, il va la déployer pour la finance islamique. Donc aujourd'hui, mon conseil, c'est allez vous spécialiser dans des choses qui sont très pratiques. Si vous faites du marketing, ben, il faut faire du marketing. Si vous voulez faire du marketing bancaire islamique ou marketing finance islamique, il faut bien maîtriser le sujet de marketing. Aujourd'hui, Mm. tous les masters, la plupart des masters, ils vous donnent de la polyvalence, mais en fin de compte, quand vous avez passé un entretien, ben moi, je suis une banque, je recrute je dirais, un responsable de risque, ou là, un responsable engagement, étude de dossier et tout. Ben, j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise très, très, très bien le process d'évaluation des risques, etc. J'ai pas besoin de Oui. quelqu'un qui va me réciter uniquement les principes de la finance islamique. Et là, je vous le dis, euh, au Maroc, par exemple, la plupart des recrutements qui se sont faits au niveau des banques islamiques, c'est des anciens banquiers qui se sont convertis en faisant des formations. Et même ces formations, elles étaient très superficielles, très superflues. Ils ont eu besoin à faire des formations plus pointues, personnalisées dans un cercle fermé pour maîtriser davantage le métier qu'ils vont entreprendre. C'est pour cela que vous allez voir, si on fait une analyse statistique, vous allez trouver que la plupart des lauréats de master en finance islamique, la plupart, s'ils n'ont pas une expertise, je dirais, auparavant, ils vont difficilement trouver un emploi ou bien ils vont travailler dans des petits postes commerciaux. Et donc, Mm. aujourd'hui, non, il faut se spécialiser dans un métier bien défini. Ensuite, une couche finance islamique ne serait que bénéfique. Ça, si vous voulez être C'est vraiment apprendre comme une sorte de doctorat ou de MBA après son master dans un domaine plus général. ou bien faire, il faut pratiquer, il faut apprendre aussi, il faut faire des stages, il faut apprendre. Alors, si vous voulez faire de la recherche, bon, la recherche, vous savez, si vous êtes un mauvais praticien, vous pouvez pas être un bon chercheur. Le problème le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de doctorants qui n'ont jamais pratiqué de la finance système, ni de la finance conventionnelle, normale, classique. Donc, Oui. la recherche, quand vous traitez un sujet, c'est pas, je dirais, une thèse de 300 pages à rédiger. Non, c'est une problématique réelle, originale, universelle. Il faudrait bien définir. Il faut avoir la démarche méthodologique nécessaire pour bien cerner la question principale que vous traitez. Ensuite, il faut créer de la connaissance. Un docteur, c'est un connaisseur. Et donc, un docteur, c'est quelqu'un qui va
avoir la capacité ou bien les compétences nécessaires pour créer la connaissance. Et donc, Mhm. si vous n'êtes pas connaisseur de l'existant, comment vous allez créer la connaissance? Et donc, un docteur, c'est quelqu'un qui doit pratiquer. Aujourd'hui, dans mon cursus, la partie pratique m'a été très bénéfique pour pouvoir me lancer dans un doctorat. Et d'ailleurs, mon doctorat, je ne l'ai pas publié. Je me suis dit, attention, le doctorat, c'est pas l'aboutissement, c'est juste le démarrage, c'est juste un exercice de recherche qui est encadré par un prof, qui est validé par un jury. C'est bien, ça veut dire que vous avez fait un exercice, vous avez compris ce qu'il fallait comprendre pour pouvoir mener d'autres recherches. Et là, bon, j'ai eu mon doctorat en 2014, ça fait bientôt, ça fera 8 ans. 8 ans, après 8 ans d'expérience, je vais sortir mon premier livre sur des articles de recherche alors, qui est composé de 6 chapitres. Chaque chapitre, c'est un article bien défini que j'ai publié, que j'ai validé avec d'autres, avec ce qu'on appelle des editors ou bien des reviewers, et que j'ai fait publier. Et par la suite, je vais regrouper tous ces articles pour sortir un livre. Là, je suis dans la phase définitive de design et tout, et je pense que ça va voir le jour, ça va être publié gratuitement. C'est un e-PDF qui va être publié gratuitement sur Internet avec ISRA en Malaisie, avec l'INSEF et ISRA en Malaisie. Et donc, Mhm. je dis attention, aujourd'hui, si vous voulez faire un doctorat, il faut pas éviter le monde professionnel. Il faut passer par le monde professionnel. Il faut côtoyer des gens. Il faut vivre des problèmes. Il faut développer son niveau d'abstraction. C'est-à-dire, un doctorat, c'est pas, je dirais, je crois fortement qu'un docteur doit pratiquer avant de passer au domaine à la recherche. C'est très, très important. Oui. Après, le problème en finance islamique, justement, c'est un peu comme ce que tu as eu comme problème, c'est que on a besoin d'une formation en banque pour rejoindre une banque islamique. Donc, c'est un peu compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans les pays où il y a déjà des banques islamiques, la question ne se pose même pas. Alors, si je parle du cas du Maroc ou bien de, de pays où il y a déjà des acteurs bancaires islamiques, il faut avoir une formation, mais il faut toujours, c'est-à-dire, vous faites un master en finance islamique, c'est bien, c'est parfait. Il y a des licences au Maroc spécialisées en finance islamique, c'est bien. Mais il faut passer beaucoup de stages. Il faut être très impliqué dans les événements qui se déroulent. Il faut avoir beaucoup de lectures. Il faut chercher à avoir de la profondeur. Attention, beaucoup de gens pensent que qu'une fois ils ont un master ou une licence ou bien un doctorat en finance islamique, tout le monde doit les aider à avoir un boulot et travailler en finance islamique. Non, non, non. On vous recrute parce que vous avez les compétences nécessaires, on a besoin de vos compétences. Si Mhm. pendant tout votre cursus, vous n'avez pas développé de connaissances, vous n'avez pas développé de compétences, ben, on ne vous serait pas recruté. Et donc, des fois, j'ai animé des cours en finance systémique et j'ai trouvé qu'il y a des gens qui sont pas trop impliqués, c'est des gens qui veulent juste avoir le diplôme et chercher un boulot. Ben, soyez rassurés, vous ne l'aurez pas, euh, parce que je sais ce qui se passe dans le terrain. Ou bien vous aurez des petits postes, euh, c'est-à-dire des gens de main-d'œuvre. Et même si vous avez ces petits postes, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Au Mhm. contraire, il faut avoir des stages, il faut avoir des rencontres, il faut avoir des mentors, il faut faire beaucoup de lectures, il faut être impliqué dans des événements, dans des initiatives, dans des actions. Et une fois on vous offre un boulot, il faut, même si vous êtes juste un commercial dans une agence, ben moi, je dénigre jamais ces postes-là. Je pense que c'est le vrai apprentissage parce qu'on est face au client, il faut développer un argumentaire, il faut mener des process. C'est là le vrai apprentissage. Ça commence par là. C'est-à-dire, il faut, même en chargé clientèle ou bien en commercial, il y a des gens qui excellent et qui évoluent. Il y a des gens qui nuisent à la finance islamique avec leur comportement, avec leur incompétence. Aujourd'hui, il faut chercher la compétence parce que c'est la vraie on a une rareté, on a une carence en termes d'expertise et de compétences dans ce domaine-là. Donc, Mhm. d'ici peu, les gens vont moins se focaliser sur les diplômes. Surtout aujourd'hui, il y a des plateformes online où la connaissance est partagée avec un coût moindre. Et je me rappelle bien, il y a des gens qui ont prédit à ce que
les universités disparaissent dans les 50 prochaines années. C'est-à-dire, on serait passé à un niveau où il y a des nano degrees, c'est-à-dire des diplômes nanoscopiques, c'est-à-dire des Oui. formations de 3-4 Pour durer. semaines. Ouais. Ils sont très pointus. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire de la facturation. D'accord, il passe 3-4 semaines, des formations online, 3 heures par jour. Après, il est nickel. C'est-à-dire, il peut intégrer une entreprise et prendre en charge une activité de facturation. Si j'ai besoin de l'upgrader pour gérer la trésorerie, ben, il aura 2 mois de formation online et comme ça, je vais façonner mes profils comme je veux. Aujourd'hui, les entreprises ne savent pas. Il y a un flou total, surtout avec la crise du Covid. Les entreprises ne savent pas comment serait, qu'est-ce que l'avenir leur cache. Donc, même eux, ils savent pas quels sont leurs besoins en termes de profil, en termes de compétences. Et donc, la seule vraie compétence aujourd'hui que tout le monde cherche, c'est les fast learners, c'est-à-dire les gens qui apprennent vite. Et donc, c'est la vraie compétence qu'il faut avoir. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je parle pas que de la finance, mais partout, il y a des gens qui adorent le statut quo. Le statu quo, ça veut dire aujourd'hui, je fais ce que je sais faire et si j'ai le moral, je vais essayer d'apprendre de nouvelles choses. Non, mais non, si vous avancez pas, vous allez forcément reculer. Donc, vous Hmm. serez dépassé. Et donc, aujourd'hui, moi, je dis que la culture du statu quo, il faut la bannir et il faut parce que ça nuit à tout le monde. Est-ce que toi, tu te formes en continu? Bien sûr, bien sûr. On Dans quel continue, bien domaine? sûr. Alors, aujourd'hui, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Mhm. J'ai fait pas mal de formations en ligne, Mhm. vu le contexte actuel. J'ai eu le diplôme d'IBM, j'ai eu le diplôme de chez Stanford, et j'ai dû revenir à mes cours de maths pour les réviser, pour pouvoir Mhm. comprendre un peu la dynamique. D'accord. Des fois, mais ce qui est important, c'est que à côté de la formation continue, il faut toujours lire, il faut avoir beaucoup de lecture. Moi, je recommande même à l'équipe de consultants qu'on a de lire au moins 3 heures par semaine, au minimum. Je leur dis attention, même si vous passez 10 heures par jour à travailler dans des missions de conseil, vous n'allez pas évoluer. La seule manière d'évoluer, c'est de découvrir de nouvelles idées. Les nouvelles idées, c'est soit les rencontres, soit les lectures. C'est-à-dire, quand je lis un bouquin, un excellent bouquin ou bien un article de recherche qui est bien coté, j'ai forcément de nouvelles idées. Et ces Mhm. nouvelles idées, si je les mets en pratique, j'évolue avec. Je dis, attention, il faut faire deux choses. Un peuple qui est dynamique, c'est un peuple qui pratique du sport. Un peuple sportif, c'est pas un peuple qui regarde les matchs du Real et du Barça chaque samedi, mais c'est des gens qui pratiquent du sport. Ça permet de dynamiser, de sortir du statu quo et qui lit beaucoup. Il faut lire, il faut découvrir des nouveaux concepts, il faut approfondir sa compréhension des sujets. Donc, c'est comme ça qu'on évolue, c'est en ayant de nouvelles idées qu'on essaie de mettre en pratique, d'interagir avec ces nouvelles idées, avancer sereinement. Donc, la formation continue, j'essaie d'en faire d'une manière permanente. Mais à côté de ça, par exemple, là, je travaille sur ça fait un mois que j'ai pas suivi de cours. J'ai arrêté les cours où je suis inscrit parce que je devais livrer ce livre, mon livre actuel, la dernière version. Et donc, j'étais pris j'étais occupé à plein temps sur ce sujet-là. J'ai d'autres engagements, par exemple, j'ai des case studies que je prépare pour les écoles de commerce, j'ai d'autres initiatives auxquelles je participe. Donc, dans tout ça, je cherche toujours à avoir du temps pour lire et aussi pour se former. Le Mhm. problème, c'est que si vous avez 24 heures par jour, si vous dormez plus de 6 heures, c'est un grand problème. Si dans les 18 heures qui vous restent, vous consacrez pas au moins 1 heure pour la lecture ou bien pour se former, ça c'est un problème plus grave. Donc, je pense que la vraie, il faut bien se positionner sur des sujets d'actualité, sur des tendances nouvelles, et ça devient de plus en plus urgent parce que la vitesse d'évolution ou bien d'évolution de la connaissance devient très très rapide. Donc, si on ne fait pas de la formation, si on ne lit pas beaucoup, on sera dépassé par la force des choses. Voilà. Mhm. Comment est-ce que toi, du coup, tu organises ta journée? Une journée type? Alors, alors
la chose, alors je dirais que parmi ni'am, c'est-à-dire, je sais pas comment traduire en Bien français, fait. les bienfaits de l'islam, c'est avec Salat al-Fajr, c'est la prière de al-Fajr. Alors, généralement, on se réveille entre 5 heures et 6 heures, ça dépend des saisons. Oui. Euh, il y a la prière, juste après, j'ai 1 heure où soit je fais de la forme, je suis des cours, soit j'avance sur des rédactions que je dois faire, D'accord. personnelles, en dehors du Directement. bureau. Après En le dehors du, Fajr, ouais. tu... À la fin, je rentre. Alors, si c'est durant l'hiver, je rentre au bureau vers le coup de 7 heures du matin. Mhm. Je travaille de 7 heures à 9 heures au bureau. Je ramène mon petit déj, je mange en travaillant sur des sujets qui me concernent. C'est-à-dire, c'est des articles que je rédige, soit un livre que je rédige, soit je me forme sur des sujets. À 9 heures, je suis là, je suis déjà là. Et donc, je commence ma journée à travailler de 9 heures à 18 heures. Quand je rentre, bien sûr, il y a les engagements familiaux. Par la suite, j'essaie de consacrer 1 heure à 1 heure et demie, fin de la nuit, pour lire des choses qui seraient intéressantes, des articles que j'ai croisés ou bien des analyses qui seraient intéressantes. Principalement, mes lectures sont focalisées sur HBR, Harvard Business Review, la version anglaise, américaine, Mhm. pas française, et The Economist. Ça, D'accord. je trouve que c'est le top du top en termes d'analyse, en termes de partage d'expérience. Ouais. Sinon, alors, il y a aussi le sport. Alors, le sport, durant l'hiver, c'est fin de journée. En été, je préfère juste après le Fajr, c'est-à-dire vers le coup de 6h30, je fais 35 minutes de footing et je rentre, je prends ma douche et je, et je, vers le coup de 7h15, 7h30, c'est-à-dire je reprends mes choses personnelles, c'est-à-dire soit la rédaction, soit la formation de 7h30 jusqu'à 9h, avant c'est-à-dire d'entamer ma journée de travail. Mhm. Mais sinon, il y a les samedis, dimanches où on essaie de s'organiser pour avoir plus de temps à consacrer aussi bien à la famille qu'à des sujets pareils. Mais, D'accord. euh, mais c'est essentiel. C'est-à-dire, sinon, on ne Mhm. peut que le regretter par la suite. Ça, j'essaye moi aussi de vraiment travailler sur l'organisation de ma journée. C'est pas toujours facile de rester consistant. Euh, Surtout, toi aussi, tu voyages, enfin là, un peu moins avec le Covid, mais en général, tu voyages pas mal, hein, il me semble. Euh, Ouais, donc, c'est assez compliqué pendant les voyages de tenir un peu ce rythme. Franchement, c'est vraiment les journées type, ce dont tu viens de me dire, que je rêverais aussi de pouvoir tenir. J'essaie aussi le matin de me prendre une demi-heure, 1 heure. Enfin, c'est un investissement, ce que tu fais, qui est incroyable. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre une personne qui va juste travailler et une personne qui va progresser. effectivement. D'ailleurs, même durant les voyages, bon, on est loin de la famille et donc on a le temps qu'on consacrait avant à la famille, on peut le consacrer à des choses à faire. Je me rappelle, j'avais écrit un article, j'avais un déplacement à Alger, je me rappelle. J'ai passé 4 nuits à Alger. Mhm. J'ai passé mes quatre soirées à rédiger un article que j'avais soumis avant de rentrer à casa. Et ça Mhm. m'a été bénéfique. Je me rappelle, un jour, j'avais participé à une conférence à Sanat Oman. Alors, du Maroc à Sanat Oman, c'est 8 heures de vol. Je me rappelle, j'avais livré des choses entre-temps, de Casa à Oman. C'était 8 heures. Bon, j'allais dormir, j'allais regarder un film. Je me suis dit, attends, je prends 6 heures de travail d'affilée. C'était un sujet qui me passionnait et j'ai pu le boucler. Mais l'idée principale, c'est que si on veut être motivé, il faut chercher sa passion, il faut avoir une passion. Et c'est qu'en forgeant qu'on devient forgeant. C'est-à-dire, je ne vais pas être assis devant la télé, je vais me dire, ben, je dois trouver une passion. Non, non, non. Il faut pratiquer des choses, il faut découvrir des choses, il faut lire, il faut explorer. Comme ça, on va trouver une passion. Si on ne le fait pas, si on est assis sur son canapé devant la télé, ben, la passion ne va pas venir vous chercher. Ouais. Le début, c'est très difficile. Comme lorsqu'on décide de commencer à faire ça à la mosquée. Vous allez vous réveiller à 4h30 du matin, faire les ablutions, sortir de la maison. Peut-être qu'il fait froid, peut-être que non. Vous allez partir à la mosquée et puis revenir. Au début, c'est Un challenge. c'est très, un challenge, c'est très difficile. Mhm. Mais troisième jour, quatrième jour, ça se transforme en plaisir.
Ensuite, ça devient une habitude. Ensuite, ça devient une passion. Et donc, pour les gens qui savent pas quoi faire, qui connaissent pas leur passion, ben, c'est pas en, en faisant des choses faciles qu'on va retrouver sa passion. C'est-à-dire, il faut à chaque fois découvrir. Et je le dis toujours, moi je me rappelle, en étant petit, j'ai jamais appris à faire les rollers, Du roller, ouais. les rollers. Mhm. L'année dernière, j'ai pris le défi d'apprendre à les faire. Mhm. Avec l'aide de ma femme, j'ai pu les. Maintenant, je fais des rollers. À cette époque-là, j'ai jamais vu quelqu'un qui. Mais c'est simple, c'est-à-dire, c'est ça. Donc, il faut explorer des choses, il faut développer. Ben, ça fait 10 jours que je ne les ai pas fait. Mais bon, c'est une chose que j'ai apprise. Je prends du plaisir de temps à autre, mais c'est bon, c'est pas un métier que je vais exercer. Ouais. Et ce qui est excellent, c'est que, je donne un exemple. Il y a l'extra effort de 1% quotidien. C'est-à-dire, on vous dit, si vous faites 1,01, le 0,1, c'est l'effort. Ça veut dire chaque jour, vous faites 1% de plus. C'est-à-dire 1,01, si vous faites pendant une année cet extra effort de 1%, à la fin 1,01 à la puissance 365, vous allez vous retrouver avec 37. Ça, Ouais. c'est uniquement valable dans le contexte de la connaissance et la science, pas dans le sport. Moi, je pourrais jamais commencer avec 1 kilomètre le 1er janvier et finir avec 37 km décembre. Je peux le faire, mais bon, ça va être, si je tombe pas malade, si je peux le faire, mais c'est très difficile à faire. C'est-à-dire, des fois, on n'est pas en forme, on ne fait que 4 km, on ne pourrait pas faire 10 km, je ne peux pas le faire chaque jour, sinon j'aurais des problèmes dire, physique. Et donc, euh, chaque jour, ça veut dire, si je commence le 1er janvier avec 1 kilomètre de footing quotidiennement, dans les meilleurs des cas, ça c'est par expérience, je finirai dans les meilleurs des cas avec 10 km le 31 décembre, ce qui est excellent, mais jamais 37. Ouais. Par contre, dans la connaissance, si je me dis, d'accord, chaque jour, depuis 1er janvier jusqu'au 31 décembre, je vais apprendre de nouvelles choses dans tout ce qui est intelligence artificielle. Ben, c'est clair que même si je ne deviens pas expert au bout d'une année, mais j'aurai des connaissances avancées dans ce sujet-là. Donc, Ouais. c'est excellent. C'est-à-dire la connaissance, c'est important. Et on devient expert euh, par la même occasion. Ouais. Au fil des années, on devient expert dans un domaine bien défini. Et expert, ça veut dire quoi? Expert, ça veut dire que 65% des problématiques qui sont déjà survenues, je les connais, je les maîtrise, je peux les résoudre. Mais ça ne veut pas dire que je vais résoudre toutes les problématiques qui existent dans le monde et qui vont survenir le lendemain. Donc, l'idée de cette expertise, c'est la prise de connaissance de l'existant. Je peux aborder, je peux régler tout ce qui existe auparavant, tout ce qui est what happened before, tout ce qui s'est passé Ouais. auparavant, et j'ai la capacité pour régler tous les pépins ou bien toutes les problématiques qui vont devoir survenir le lendemain. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en idée, c'est-à-dire que j'ai besoin toujours de m'exercer l'exercice. Moi, je crois pas qu'il y ait des gens qui sont des génies. C'est-à-dire, tout le monde peut développer son propre génie avec l'exercice, avec l'entraînement. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On est tous égaux. La seule chose qui nous différencie, je dirais, c'est la volonté, la motivation et la ponctualité il faut être régulier dans ce qu'on fait. C'est très important. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé, toi, à être régulier dans ces choses-là? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que c'était important, ça? Alors, alors, c'est vrai que depuis toujours, j'essaie d'être régulier, mais moi, aujourd'hui, je regrette euh, une période où je diversifiais pas mes lectures, mes rencontres, mes explorations, mes voyages. Donc, j'étais plus focalisé sur un style de vie. Et vous savez, aujourd'hui, c'est-à-dire, je dirais que aujourd'hui, il y a un style de vie qui nous est imposé. C'est-à-dire, il faut avoir un diplôme, il faut travailler, parce qu'il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut accompagner ses enfants et mourir à la fin. Donc, cette démarche, ce train de vie qu'on est obligé de prendre,
Ben oui, c'est bien, c'est naturel, mais on est tenu quand même de prendre ce train de vie et vivre sa vie avec passion. La passion, c'est quoi? C'est de chercher à faire les choses qui seraient intéressantes, de le faire bien et d'évoluer. Aujourd'hui, je suis pas satisfait de pas mal de choses que j'essaie de corriger. Je suis loin de la perfection, je suis loin de l'expertise, je suis loin d'être connaisseur. Et donc, j'en suis conscient. Et je me rappelle, Sidna Ali ibn Talib, il a dit que les gens, il y a quatre types de personnes. Il y a les compétents conscients, les compétents inconscients, les incompétents inconscients et les incompétents conscients. Le pire, la pire catégorie, c'est celle des incompétents inconscients. Je suis incompétent et je sais pas que je Hmm. sais pas que je sais pas. Ça, Ouais. et donc, malheureusement, il y a une majorité qui est comme ça. Et, et donc, il faut être conscient de ses faiblesses. Il faut dire, voilà, ce que je vais faire. Chaque jour, je fais un petit effort pour avancer, pour évoluer. Et bil ajr, tout ça, c'est l'islam appelle à ce que les gens avancent, à ce qu'ils aient leur propre empreinte, à ce qu'ils impactent positivement la communauté. Hmm. On essaie de faire avec ce qu'on peut, avec notre ressource, notre énergie, nos ressources et notre énergie. Mais l'idée, c'est que il faut toujours chercher à avoir cet impact positif autour de soi-même. Voilà. Tu as des enfants, Ahmed. Oui, oui, oui. Oui. Est-ce, est-ce que tu essaies de transmettre ces idées-là à tes enfants et comment tu fais? Alors, bon, j'ai déjà un enfant que j'ai perdu durant une grossesse, mais mon enfant aujourd'hui, c'est une fille, elle a 5 ans. Ce que j'essaie de transmettre, c'est aujourd'hui, elle est encore petite pour transmettre quoi que ce soit, mais c'est par les actes. C'est-à-dire, il faut faire, il faut montrer en faisant des choses. Par la Mhm. suite, elle va savoir que papa, il a l'habitude de lire, papa a l'habitude de prier, papa a l'habitude de sortir des bouquins. Pour elle, c'est la norme. Donc, Oui. il faut faire des choses. Ben, on va pas dire, je vais pas fumer et dire à ma fille, ah, vous savez, tu sais, fumer, c'est mauvais. Ben, il faut déjà s'arrêter, il faut donner l'exemple. Donc, Mhm. l'apprentissage par l'exemple est la meilleure manière de transmettre. Je force pas. Je vais jamais forcer à faire des choses, à apprendre des choses ou faire quoi que ce soit. Elle apprend à son Mhm. rythme, elle a le temps devant elle. À son âge, elle me dépasse de loin dans pas mal de sujets quand j'avais son âge. Et sur d'autres sujets, moi, je l'ai dépassé. Et donc, chacun a son rythme. Euh, Ce qui est important, c'est que pour nos enfants, c'est qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce qu'ils vivent leur passion, ce qu'ils aient une vie pleine et fi ta'at Allah. C'est l'important. Ensuite, si elle vient un jour elle me dit, voilà, moi, je veux faire de la cuisine, ben, je lui dis, bien sûr, il faut faire de la cuisine, c'est bien, c'est intéressant, mais il faut être la meilleure cuisinière. C'est-à-dire, il faut avoir une passion et la faire correctement. Donc, Mhm. s'il me dit, je veux pas faire des études poussées, avancées, oui, qu'est-ce que tu veux faire? La seule chose que j'exige, c'est d'avoir une passion. Le reste, c'est accessoire. Le reste, Ok, c'est accessoire. d'accord. Euh, on voit qu'au niveau de la finance islamique, il y a beaucoup de choses qui se fait. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, ouais. Beaucoup de choses qui se fait aux États-Unis, en Angleterre. Ça commence un petit peu en France, au Moyen-Orient. Ça avance aussi. Euh, Vers où se dirige la finance islamique? D'accord. Alors, en termes quantitatifs, c'est-à-dire en termes de chiffres, c'est bien. Ce qui se fait, c'est bien. Il y a un marché. Bon, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on a la finance islamique ne représente pas plus que 1% des actifs financiers à l'échelle mondiale. Ouais. C'est-à-dire on a une part de marché qui est assez minime, mais ça s'explique par plusieurs facteurs. C'est-à-dire il y a une couverture géographique limitée, il y a, par exemple, les produits dérivés, ça constitue 80% des actifs financiers, c'est-à-dire les produits dérivés, la titrisation, ça constitue, si je me rappelle bien, 80% des actifs financiers mondiaux. Nous, en finance islamique, on ne peut pas faire de la titrisation, on ne peut pas faire des produits dérivés. Donc, 80%, on n'est pas en concurrence sur 80% du marché financier international. Donc, si on les écarte,
ça veut dire qu'on a quand même une part de marché 1% par rapport à 20% restant. Je pense que la finance islamique aujourd'hui a besoin de réformes. Après ces 50 ans, on a besoin de réformes. D'ailleurs, mon bouquin, il parle de comment réformer, comment différencier la finance islamique par rapport à la finance conventionnelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elle est bien partie. Pas mal de pays ont adopté la finance islamique, dont des pays musulmans. Je cite l'Algérie. En 2019-2020, il y a eu des agréments pour des fenêtres participatifs qui ont été accordés. Au Maroc, on a 8 acteurs. On aura des compagnies d'assurance TKF qui vont voir le jour. On a eu des émissions Sukuk. En Afrique, ça démarre doucement, mais j'espère sûrement, ça va évoluer. D'autres pays où ça avance, je pense côté industrie, elle existe aujourd'hui. Alors, Hmm. elle a existé avec des concessions, avec des choses qu'on a acceptées, des choses qu'on a admises, et ainsi de suite. Et alors, je pense qu'après ces 50 ou 60 ans, c'est le moment de bien vouloir réformer. Alors, Oui, réformer, aujourd'hui, réformer veut dire beaucoup de choses. Réformer veut dire, aujourd'hui, parmi les critique qu'on pose à la finance islamique, c'est que ces mécanismes de tarification sont calqués sur je dirais, les mécanismes de tarification d'un produit conventionnel. oui, Ça paraît un sujet simple, mais c'est très profond. C'est-à-dire, si les banques islamiques font un pricing équivalent à celui conventionnel, il y a des raisons derrière. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans un article qui s'appelle The Fourth Market Theory and the Interest Rate Benchmarking, c'est-à-dire la théorie du quatrième marché, c'est une théorie que je sortis pour expliquer pourquoi ces banques islamiques dupliquent ou bien imitent ou bien adoptent un modèle de tarification qui est similaire à celui des banques conventionnelles. Et donc, c'est très important à ce qu'on comprenne pourquoi c'est le cas, pourquoi on fait ça et quelles sont les solutions possibles. Et je dis qu'il ne s'agit pas uniquement de concevoir un indice de prix islamique, non, c'est des mécanismes économiques qu'il faut revoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'économie islamique, c'est une alternative. C'est-à-dire, si dans la finance conventionnelle, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te donne 1 million d'euros, je te dis après 12 mois, va me rembourser 1 million 12 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous vends de l'argent et je transfère tout le risque. Je te transfère tout le risque. C'est-à-dire que vous êtes le seul à assumer le risque. Et donc, mhm, dans la finance islamique, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Il vous dit non, non. La manière de gérer le risque, elle est différente. Si vous voulez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je vous donne 1 million d'euros, en finance islamique, ils vous disent, d'accord, vous voulez pas assumer le risque? Je dis non, je veux pas assumer le risque. Donc, ça va être un qard hasan, c'est-à-dire un prêt gratuit. Pourquoi? Parce que celui qui prend le risque, c'est Abdelrahman. Et puisque c'est Abdelrahman qui prend le risque, il va mériter tout le profit. Si je veux avoir un profit, il vous dit d'accord, si vous voulez prendre un profit, ben vous assumez le risque. S'il y a une perte, vous partagez la perte avec Abdelrahman. Et donc, qu'est-ce oui, qui se passe? C'est que ça favorise une répartition des richesses équitable. Dans le modèle conventionnel, c'est-à-dire celui qui a du capital, il va prêter ou bien prêter son argent et ça va générer un rendement pour lui. oui, Et une partie des richesses va être transférée des emprunteurs aux prêteurs, quel que soit le résultat des investissements ou bien quel que soit le résultat de l'activité menée par les emprunteurs. Et donc, hmm, même s'ils échouent ou bien qu'ils aient des mésaventures économiques, ils vont devoir régler leur dû aux prêteurs. En finance islamique, ce n'est pas le cas. En finance islamique, ils vous disent d'accord, vous partagez le profit, le perte, donc ça permet d'équilibrer le système en entier. Ça, D'ailleurs, dans le monde où on vit, je peux juste donner un chiffre. J'ai vu récemment que 1% des plus riches de la planète prêtent aux 99% les plus pauvres. effectivement. Et donc, ça renforce, ou bien les disparités économiques deviennent les disparités deviennent de plus en plus bien Mhm. flagrantes entre les couches sociales aisées et les couches sociales aisées. En fait, qui vous disent non, vous avez capital,
il y a l'expertise, vous vous associez, vous partagez les profits et les gains d'une manière équitable. Si je perds, ben vous avez votre part de perte. Si je gagne, vous avez votre part de perte. C'est simple, ça apparaît simple. Alors, le défi dont la finance islamique a besoin, c'est de voir comment peut-on ensemble, dans le cadre d'une dynamique d'intelligence collective, comment peut-on avoir des économies où la croissance est réalisée d'une manière saine et que cette croissance bénéficie à tout le monde. Il y a pas mal de mécanismes en finance, en économie islamique. Je cite zakat, waqf, d'autres pratiques qui peuvent aider à faire ça. Zakat, si vous voyez dans le Coran, l'alternative de riba, c'est pas le bay', comme on dit. Et pourquoi? Parce que ce qui est dit dans l'ayah, dans le verset coranique, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Pourquoi? Alors si riba était, si le bay' était, la vente était l'alternative de riba, en arabe, ça serait exprimé différemment. On aurait dit وحرم الله الربا وأحل البيع. Mais ça veut dire, la manière dont c'est exprimé, ça veut dire que la vente, c'est une chose, riba, on est une autre. C'est différent. Il ne faut pas les assimiler. Par contre, en lisant le Coran, vous allez trouver dans pas mal de passages où on dit وحرم الله الربا زعما يمحق الله الربا ويربي الصدقات à chaque fois. Sadaqa, c'est zakat. Sadaqa, c'est aussi zakat. Alors on dit à chaque fois, riba, il est maudit, mais zakat et sadaqat, ils sont. Et donc, tu découvres que l'alternative, la vraie alternative de riba, c'est zakat. Pourquoi? Même linguistiquement, riba ou zakat, ils ont presque la même signification dans la langue arabe. Riba yarbu, c'est s'accroître et grandir. Zakat, c'est s'accroître et grandir. Mais d'un point de vue conventionnel, ils ont deux sens inversés. Pourquoi? J'explique. Ibn Khaldun, dans Muqaddima, il avait dit, il y a, à partir de hadith de Rasul sallam, la kafi mali kama akalta فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت. Ce que vous avez comme revenu, ce qui t'appartient réellement, c'est quoi? Ce que vous avez mangé, ce que vous avez mis comme vêtement, est-ce que vous avez consommé réellement? Et sadaqat, parce qu'il reste à la fin. Mais le reste, si vous mourrez, ça n'appartient pas à vous. Et donc, c'est ce qui vous appartient dans votre argent, dans votre revenu. Et donc, j'ai pris ce hadith et l'interprétation de Khaldun pour dire attention, il y a le revenu est égal à quoi? Égal à la consommation, ce que vous avez consommé, plus ce qui reste de votre consommation. D'accord? Votre épargne. C'est une équation économique qui est très connue. Alors, en l'adaptant au contexte islamique, on va dire attention. Riba, c'est quoi? Vous augmentez vos revenus, n'est-ce pas? Si vous faites du riba, si vous pratiquez, vous augmentez votre revenu. Mais Dieu vous dit attention. Votre consommation risque, la consommation, ce que vous consommez réellement, va baisser. Baraka, ce qu'on appelle en arabe le baraka. Et ça, on le vit. Vous allez trouver deux personnes qui touchent le même salaire, 10 000 euros chacun, mais le premier, il a eu un accident, il doit réparer sa voiture, il est tombé malade deux fois, ses enfants ont dû faire appel à des profs pour des heures supplémentaires. La deuxième personne n'a eu ni accident, ni rien. Les 10 000 euros sont restés intacts, il en a bénéficié bien comme il faut. Ça, c'est le baraka. Alors, Dieu vous dit, ça, c'est le baraka invisible. Un euro a plus d'effet avec une personne qu'avec une autre personne. Voilà, et ça, c'est un concept économique qu'on retrouve dans l'islam, mais qu'on oublie dans l'économie classique. Même l'inflation, c'est une expérience personnelle. Moi, je peux tomber sur des baraka, avec le baraka B, je peux me retrouver avec des bonnes affaires que j'ai conclues. D'autres personnes, non, ils sont tombés sur des arnaqueurs, etc. Donc, l'idée, c'est que le baraka est réduite. La consommation, ce que vous consommez vous coûte plus cher qu'une autre personne. Alors, ce qui vous reste dans l'épargne, il est réduit. Par contre, zakat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une partie de votre épargne parce que je paie zakat sur la base de ce que j'ai épargné pendant une année et cette épargne doit dépasser 75 grammes d'or. D'accord? Je prends 2,5% et je le verse à des personnes, aux personnes, les 8 catégories de personnes qui sont ici. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai réduit mon épargne, mais le baraka de ma consommation est augmenté. Donc, ce qui se passe, c'est que je bénéficie plus, je vis mieux
ma qualité de vie est améliorée. Et donc, Hmm. attention, c'est linguistiquement c'est la même chose, mais impact économique sur les individus, sur le bien-être des individus, il est différent. Et ça, c'est la promesse de Dieu dans le Coran. C'est-à-dire, c'est juste un verset qu'on a transformé en une équation mathématique et qu'on a essayé de décortiquer. Et ça, c'est des gens une fois vous avez cette équation en tête, vous pouvez vous comparer à des gens, vous allez trouver cette équation, elle est réelle et on la retrouve en réalité. Hmm. Voilà. Mais ça, c'est Donc, des concepts qu'on peut partager qu'avec des musulmans, c'est spirituel. c'est spirituel, oui, mais c'est factuel aussi, attention, c'est factuel. Bon, spirituel parce qu'il il faut y croire Hmm. pour le faire, pour le pratiquer, pour payer les Voilà. zakats, je dis d'accord. Hmm. Mais je suis certain, si on prend des chrétiens, des athées, vous leur dites, voilà, on va remplacer tous les termes par des termes qui sont neutres, qui n'ont pas une connotation islamique. On va leur expliquer, voilà, on sent qu'il y a ça et ça et ça. Il va vous dire, oui, oui, c'est vrai. 1 euro vaut plus avec une personne A qu'avec une personne B. Voilà Mhm. pourquoi. Il va commencer à raisonner, on va tomber dans le raisonnement coranique. J'en suis sûr, j'ai fait l'exercice et je vous invite à faire le même exercice, mais soyez vigilants, n'utilisez pas les termes coraniques ni islamiques. C'est un phénomène humain que Dieu a créé, que tout le monde On appelle va dire ça le oui. karma ou d'autres mots qui peuvent être utilisés. Oui, on va dire voilà, on a des cours de consommation qui peuvent différer d'une personne à une autre. Et donc Hmm. c'est ça. C'est des gens, voilà, et c'est réel, et donc c'est ça. Donc, par la suite, les chrétiens les non-musulmans, pour ne pas se limiter aux chrétiens, les non-musulmans vont dire oui, ça existe, mais la croyance, nous, ce qui va nous différencier par rapport aux non-musulmans, c'est que nous allons lier ce karma, ce que vous appelez karma, à la volonté de Dieu et à nos pratiques. Eux, ils vont dire oui, c'est réel, mais bon, c'est comme ça. C'est ça la Hmm. différence. Mais attention, Anna, je crois fortement on a besoin la finance a besoin de réformes. On a besoin de faire beaucoup d'efforts dans nos pays musulmans pour une équité dans la répartition des richesses, une équité dans la création des richesses. C'est-à-dire, il faut donner, quand je vois le modèle SDGs, les ODD, les objectifs de développement durable, qui sont développés par l'UNDP, ils sont magnifiques, et on doit tous travailler ensemble pour pouvoir les décliner correctement dans nos pays. Nos pays Oui. souffrent de problèmes. On a besoin d'initiatives. On a besoin d'une équité. On a besoin d'une répartition équitable des richesses. On a besoin d'indépendance. Il faut aussi que la chance soit donnée aux jeunes. Il faut aussi qu'il y ait une indépendance économique et financière de ces pays par rapport à d'autres pays. Il faut qu'il y ait une union. Et tout ça, c'est-à-dire la réforme de la finance islamique ne peut s'inscrire que dans un contexte pareil. Parce Oui. qu'aujourd'hui, ce qu'on a comme modèle financier islamique dans les pays musulmans, c'est l'optimum de ce qu'on peut avoir dans le cadre d'un contexte, il est ce qu'il est. Donc, si on veut avoir une réforme, on peut pas la dissocier du contexte. C'est-à-dire, on peut pas demander à ce que la finance islamique soit réformée, pas du point de vue principe charia, non. Parce que principe charia, il est là, je le décline comme je veux. Euh, et donc, il faut rendre cette déclinaison plus efficace, plus efficiente pour réaliser les objectifs coraniques et les objectifs coraniques je dirais, ne s'écartent pas trop des objectifs de développement durable. C'est-à-dire, Oui. comme la pauvreté, la famine, tout ça, tous les sages de l'humanité vont s'accorder à dire c'est ce qu'on doit cibler comme objectif de développement. Donc, je pense que c'est ça la réforme dont on a besoin. Et il ne faut pas l'isoler du contexte global. On a besoin de réformes en termes de pensée, en termes de statu quo. Aujourd'hui, on a le fléau du statu quo dans toutes nos sociétés musulmanes. Le Hmm. statu quo, c'est quoi? C'est les lobbies qui ne veulent pas laisser des nouveaux entrants intégrer leur marché. Le statu quo, c'est le fonctionnaire qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas avancer, fonctionnaire dans le secteur public, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas faire son travail correctement. Le statu quo, c'est les entreprises qui doivent disparaître, qui ne veulent pas innover et qui veulent ni innover ni disparaître.
Le statu quo, c'est l'étudiant qui ne fait pas un petit chouïa de chez lui pour avancer. Le statu quo, c'est l'enseignant qui n'essaie pas d'innover dans sa manière d'enseigner, de faire de la recherche, d'apporter de nouvelles idées, un nouvel esprit, un nouveau souffle à ces gens-là, à ces étudiants. Le statu quo, je dirais, c'est des États, c'est des gouvernements qui ne veulent pas se renouveler. Le statu quo, c'est des fuqaha qui ne s'ouvrent pas à la modernité. C'est-à-dire pour dire, voilà aujourd'hui, je rencontre des fuqaha, on veut discuter la notion de marché en islam et il va se référer au marché à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, il y a Amazon. Bah, j'ai besoin d'un frère qui va décortiquer les impacts d'Amazon sur les marchés, le commerce électronique, Le quels sont dropshipping, ces concepts. voilà, tout ça, voilà. J'ai besoin de quelqu'un qui va traiter de ça, qui va pas être resté limité dans les concepts qu'on lui a appris. Non, j'ai dropshipping, j'ai des grands acteurs, des multi-sided platforms qui vont tout, qui ouvrent qui donnent mes bases de données à des partenaires. Il y a beaucoup de pratiques. On a besoin de recul pour comprendre ça. On a Oui, besoin de gens qui comprennent ça. Et donc, ça aussi, c'est du statu quo. Et donc, et attention, on confond statu quo et stabilité, ce qui est malheureux. Parce que si je dis, voilà, moi, je suis dans un pays, ce que je cherche, c'est la stabilité, ben, la stabilité, pour maintenir la stabilité dans un pays, on a besoin de 10% de croissance pour maintenir la stabilité. Ce que vous essayez de maintenir, c'est pas la stabilité, c'est le statu quo. C'est différent. C'est totalement différent. C'est-à-dire, rien mhm, n'avance, ou bien ça avance avec un rythme très, très réduit. oui. Aujourd'hui, on a besoin de s'ouvrir sur les nouvelles technologies, on a besoin de s'ouvrir sur pas mal de sujets. On a besoin d'une révolution, d'une réforme au niveau de la pensée. Donc aujourd'hui, c'est ce leadership qu'on veut pas. On préfère le statu quo. Alors, l'opposé du statu quo, c'est le leadership. Et donc, on a ce besoin de créer des leaders dans plusieurs domaines avec une croyance forte en Dieu, en islam, et faire évoluer le mindset dans tous ces pays arabes et musulmans. Mhm. La clé de voûte, et je reviens, c'est la connaissance. Il faut que les gens fassent cet effort pour comprendre, pour connaître, pour acquérir ces connaissances. Aujourd'hui, si vous allez sur Coursera, vous avez des cours gratuits. Vous pouvez faire tous les cours gratuitement. Si vous Oui, cherchez, c'est uniquement en cherchant un certificat, vous allez payer $40, $50, $70, ça dépend du certificat. Mais vous avez toute la connaissance qui vous est livrée. Ben, ce qui vous reste, c'est organiser votre journée, apprendre et avancer. C'est tout. oui. Bah, écoute, Ahmed, c'était hyper intéressant. J'ai posé l'essentiel des questions que je voulais te poser. Est-ce que tu as des recommandations du coup de livres, de références pour les auditeurs? Tu as cité tout à l'heure, donc je répète, la revue magazine The Economist, HBR, The Economist et HBR, HBR, HBR. Harvard C'est, Business Review. alors, pour Harvard Business Review, alors, ce qu'ils mettent dans la version américaine, je ne parle pas de la version française, la version américaine, c'est une synthèse. C'est pas les articles d'origine. Par exemple, moi, Ouais. j'ai publié un article dans une revue bien définie. Je soumets mon article à HBR. Et leur taux d'acceptation, ça ne dépasse pas les 3%. Ça veut dire ils n'acceptent que la crème, la crème, la crème des articles qui ont été publiés, qui ont une vraie valeur ajoutée et qui prennent une synthèse qu'ils mettent au niveau de Harvard Business Review d'une manière qui est, je dirais, pédagogique, très académique, très simpliste, pour pouvoir, je dirais, attirer l'audience et leur lectorat. Donc, quand vous lisez HBR, aujourd'hui, je pense qu'ils ont un numéro qui sort chaque 2 mois et un volume, je dirais, chaque numéro, il est assez volumineux, mais vous allez vous régaler. C'est-à-dire, c'est Ouais. les dernières, des problématiques pointues. The Et puis c'est Economist, possible c'est de fait. lire en ligne aussi, en ligne, Oui, oui, les oui, je articles. pense ils mettent même des versions électroniques gratuites, Mm. mais c'est toujours intéressant. The Economist, de temps à autre, ils ont une très bonne analyse, mais ils ont aussi alors, leur ligne éditoriale est claire, ils sont très open, libéraux, etc. Mais c'est toujours intéressant de lire, même si vous prenez pour un conservateur, c'est toujours de lire. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit pour tout lire.
Alors, Oui, il publie de temps à autre de très bons rapports. Je me rappelle du rapport sur l'éducation, un rapport sur les moyens de transport, sur le housing, c'est-à-dire sur l'habitat. C'est toujours des rapports de 10, 15 pages, mais qui sont très, très intéressants. de qualité, ouais. Euh, oui, même la spécialisation des industries, la spécialisation industrielle d'avenir, les Made in China 2030, c'est des analyses très pointues. C'est pas n'importe qui écrit dans l'économie, c'est Ouais, des gens qui savent quoi mettre. Donc, ouais. c'est pas que des journalistes, c'est des professionnels, des experts de haut niveau qui écrivent. Et donc, vous êtes sûr d'avoir, si c'est pas des choses qui sont très, très justes et très vraies, c'est toujours des choses qui sont pertinentes. C'est-à-dire, même si Ouais. c'est. Et c'est toujours intéressant de lire. Pour les chercheurs, il y a des plateformes comme Emerald, comme SCN, où il faut voir les articles qui paraissent dans des domaines qui vous intéressent pour lire ce que mettent les chercheurs. Et bien sûr, il y a bien sûr, je recommande Coursera et Udemy, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire, il y a des Pour les formations formations. Oui. que vous pouvez Et- dérouler en 2 jours, 3 jours, c'est parfait. C'est-à-dire Non, pour c'est découvrir de vraiment, c'est nouveaux un truc domaines. de. Ouais, franchement, Oui, ça, c'est une révolution, hein, ces plateformes en ligne. oui, oui, c'est Euh, hyper. alors, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas comme en vrai, etc., etc., mais on apprend tellement de choses pour quelqu'un qui apprend régulièrement. C'est une mine d'or, ce genre de Oui, plateforme. c'est sûr, c'est sûr, Très c'est bien, sûr. bah écoute, Ahmed, barakallahu fik. Pour les auditeurs qui souhaitent te suivre ou te poser une question, te contacter, est-ce que tu es joignable? Oui, oui, oui. Alors, je suis joignable. J'ai mon email. C'est a.tahiri, Mhm. Tahiri, arrobase, Al-Maali, c'est ALMAALI, groupe, GROUP, attaché.com. Très Généralement, je suis réactif. Sinon, mon LinkedIn est disponible. J'ai pas encore mis de site web, mais bon, je suis disponible sur LinkedIn ou bien sur mon adresse mail personnelle. Voilà. Inch'Allah, très bien. Professionnelle. Très bien. Voilà. Bah écoute, Ahmed, c'était un vrai plaisir de parler avec toi, d'échanger sur ces sujets d'actualité, de finances islamiques, d'éducation. Je te remercie beaucoup. Merci, merci à toi. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite. C'est grâce à des initiatives pareilles qu'on rapproche le monde professionnel de la jeunesse. Et Inch'Allah, ça ne peut qu'être bénéfique euh, à la nation et aux jeunes. Et je te souhaite beaucoup de. Euh, Aussi que je te conseille de garder le rythme sur cette initiative. Elle est intéressante. Inch'Allah, Barakallahu fik. ça va porter ses fruits, Inch'Allah. Que Dieu te préserve et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah, à bientôt. Ma'a salama. Shukran. Bye. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.